Bonjour professeur. Bonjour monsieur Ayaka. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va, merci. Merci d'être une fois encore en notre compagnie ce matin. Vous êtes maître de conférence agrégé des facultés de droit. C'est à ce titre d'ailleurs que nous vous recevons pour nous éclairer un peu sur les juridictions ou sur la juridiction administrative. D'abord, c'est la juridiction administrative ou les juridictions administratives? D'accord. Nous allons dire les deux. Les deux. La juridiction administrative, les juridictions administratives. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'une juridiction? Commençons déjà par là. Oui. Une juridiction, c'est une institution indépendante qui est chargée de régler des litiges dans un domaine précis et devant faire recours à des règles de procédure. Les décisions que prenne une telle institution ne peuvent être frappées que d'autres voies de recours, appel, cassation. Et ces décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Ça peut être une autorité absolue, une autorité relative. Et quand je dis indépendant, il y a donc 4 critères pour que l'on puisse se retrouver en la présence d'une institution. Elle doit être indépendante. Ça signifie qu'elle est soustraite d'une hiérarchie administrative. Nous avons parlé de procédure. La procédure contradictoire doit être respectée et les décisions de la juridiction concernée doivent être motivées. Je disais tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir une autorité de la chose décidée quand c'est une juridiction qui statue. Il ne peut y avoir qu'une autorité de la chose jugée. Et cette autorité pourrait donner occasion à une voie de recours. Et voie de recours, ça peut être en cassation, ça peut être en appel, en cassation, en révision, etc. Voilà les 4 critères qui nous permettent de dire que l'on est en présence d'une juridiction lorsque le législateur a gardé le silence et qu'il revient à la juridiction de pouvoir déterminer que nous sommes ou non en la présence d'une juridiction. D'accord. Alors, mais vous permettez cette question, pourquoi l'existence d'une juridiction administrative? Pourquoi? Oui, existence d'une juridiction administrative, vous nous renvoyez un peu très loin dans la mesure où il faut faire une distinction entre ce que l'on qualifie de libéralisme économique et le libéralisme administratif. D'accord. Libéralisme administratif, nous avons étudié l'état de droit la fois dernière. L'état de droit signifie que l'État et les particuliers doivent être soumis à la règle de droit. Selon que l'on se retrouve dans le système de la common law ou du civil law, les points de vue vont être quelque peu divergents. Pour les Anglais, tous doivent être soumis à la même règle de droit et devant la même juridiction. Pour le système francophone, il pourrait y avoir des règles spécifiques qui vont s'appliquer à la puissance publique, d'autres règles pour les particuliers, et pourtant l'on pourrait être en la présence d'un état de droit. Et comment ça va se passer? En France, sous l'Ancien Régime, bien avant la Révolution, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle la confusion des pouvoirs. Et les parlementaires contrôlaient l'action de l'exécutif, ce qui les amenait à empiéter sur le domaine de compétence du pouvoir exécutif. Avec la Révolution, on ne voulait plus que cela se répète et il faudrait quand même que nécessairement l'administration soit contrôlée. Comment faudrait-il procéder pour que l'administration soit contrôlée sans que ça ne soit le pouvoir judiciaire qui a pris la place du Parlement? C'est à cette occasion que l'on est parvenu à dégager et que l'administration est en son sein un juge pour pouvoir le contrôler, c'est le juge administratif pour lui appliquer des règles spécifiques et ça sera le droit administratif. Et à partir de cet instant, on se retrouve en 1873, février 1873, avec l'arrêt qu'on a toujours qualifié d'arrêt fondateur du droit administratif, à savoir l'arrêt Blanco. Et à partir de cet instant, tandis que dans le système de la common law, on a une Cour suprême avec ses démembrements. Dans le système francophone, nous avons, notamment de la France, il y a la Cour de cassation avec ses démembrements, le Conseil d'État
avec les juridictions administratives. Et d'un côté de la Cour suprême, c'est une unité de juridiction. Du côté de la France avec le Conseil d'État et la juridiction civile, on serait, ou bien judiciaire, on serait en présence de la dualité de juridiction. D'accord. Voilà un peu comment ça peut se présenter. Allez, retour maintenant chez nous au Bénin. Il y a cette loi numéro 2001-37 du 27 août 2002. Comment se présente à ce niveau précis l'organisation judiciaire au terme de cette loi? L'organisation judiciaire dans notre pays, c'est qu'avec la loi que vous venez d'invoquer, et en fonction du processus de décentralisation, c'est une loi de 2002, on devrait focaliser l'organisation judiciaire sur le processus, sur le découpage territorial en réalité, ou bien les collectivités locales. 25 tribunaux doivent être créés. Pour le moment, nous avons 14 qui fonctionnent. Paubert, il y a Porto Novo, il y a Cotonou, il y a Lokossa, il y a Plahoué, il y a Bomé, il y a Savalou, nous avons Djougou, Natitengu, Parakou, Kandi. Bon, c'est une quatorzaine qui doivent être en train de fonctionner, que ce soit en matière civile ou en matière sociale. Et on a constaté également que pour le domaine commercial, ce sont ces tribunaux-là. Mais à Cotonou, nous avons désormais un tribunal du commerce. Et tous ces tribunaux statuant, c'est devant la cour d'appel de Cotonou que ça pourrait être frappé éventuellement d'appel. Mais en cas quand les matières relèvent de l'espace OADA, il faut aller vers la CCIJ, cour commune de justice et d'arbitrage. Ouais. Vous avez parlé tantôt du tribunal de commerce. Est-ce que c'est à ce tribunal qu'on doit s'adresser en matière commerciale? Non, pour ceux qui sont à Cotonou, au lieu d'aller vers les tribunaux, ils vont s'adresser à ce tribunal-là. Mais les autres, c'est les tribunaux ordinaires. On a tribunaux de première instance, de première classe dans les communes à statut particulier, et tribunaux de première instance, de deuxième classe dans les autres juridictions. D'accord. Mais quelle est la juridiction compétente en matière criminelle? En matière criminelle, c'est toujours ces tribunaux-là, mais statuant en matière criminelle, ou bien avec les cours d'appel statuant en matière criminelle pour possibilité de cassation au besoin devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. Oui, mais ceci m'amène à vous demander, la Haute Cour de justice oui, la Haute Cour de justice, c'est pour connaître des infractions que commettent les membres du gouvernement pendant qu'ils sont en activité. D'accord. Voilà. Oui. D'accord, et puis la CRIET alors? La CRIET, oui, la Cour de répression économique et du terrorisme. C'est, comme on est en train de le dire, c'est dans le domaine économique, mais ça a trait. Quand les deniers publics sont en souffrance, c'est à cette juridiction que l'on s'adresse pour pouvoir réparer ce qui ne va pas. Et puis la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est compétente dans plusieurs domaines. On sait qu'il y a le contrôle de la loi qui est prioritaire. On n'oublie pas que lorsqu'il y a une violation des actes qui violent les droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle est également compétente. En matière de contentieux électoral, élection nationale, c'est-à-dire législative et présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Elle est également compétente pour la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Oui. C'est vrai qu'il y a une autre cour, la Cour des comptes, on en a tellement entendu parler. Oui, on en a tellement, effectivement. Avec la dernière révision, la Cour des comptes est créée. Bon, elle n'est pas encore entrée en activité. Bon, c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui continuera, la chambre des comptes de la Cour suprême qui continuera d'exercer ses fonctions pendant la période de transition, mais il faut reconnaître que cette Cour est appelée à être détachée de la Cour suprême. D'accord. Bon, en définitive, il y a la juridiction administrative quand même. Oui, il y a la juridiction administrative. Bon,
Nous avons parlé tout à l'heure des deux systèmes, Ouais. c'est-à-dire anglo-saxon et puis français. Ouais. C'est que dans le système francophone que nous avons, bien français que nous avons hérité, la question s'est posée au lendemain des indépendances à nos États. Faudrait-il avoir une unité de juridiction ou bien une dualité de juridiction? Voilà que nous l'avons hérité de la France. Or, au moment où on accédait à l'indépendance, les juristes, on les comptait du bout des doigts. À partir de cet instant, il fallait trouver quand même un système qui permette de rendre justice. On ne peut pas avoir un État sans justice. Ouais. Nos États avaient opté pour une Cour suprême et au même moment, au sein de la Cour suprême, il y a des chambres. Ça peut être des sections. Ouais. Et ces chambres ou sections s'occupent particulièrement du contentieux administratif. De telle manière que nous avons d'un côté le contentieux judiciaire et il y a également le contentieux administratif, mais au sein d'une seule juridiction. À partir de cet instant, on dira que nos systèmes ont opté pour une unité de juridiction, mais avec séparation des contentieux. C'est ce que nous avons au Bénin et par rapport auquel nous allons poursuivre bien sûr les échanges, s'il plaît à Dieu. Bien sûr, très prochainement. Merci beaucoup à vous, Césaire Pénon. Vous êtes maître de conférence agrégé des facultés de droit. Avec vous aujourd'hui, nous avons parlé de juridiction administrative. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, s'il plaît à Dieu. Merci oui. Et bon retour à Porto Novo. Merci. Et bonne semaine de travail. Merci. Allez, on passe maintenant à la chronique internationale de James William Gbagidi. Aujourd'hui, il s'intéresse au Proche-Orient, notamment au plan de paix de Trump, un plan de paix mort-né. C'est la question qu'on va poser.